Hello à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vide ton sac spécial santé mentale et activité physique. Aujourd'hui, et dans les prochains épisodes, on donne la parole à des jeunes qui nous parlent de leurs pratiques sportives, de leur vie étudiante, des défis qu'ils rencontrent au quotidien et comment ils et elles y font face. On a choisi d'écouter des professionnels, mais aussi des amateurs, parce que chaque expérience compte. On espère que ces récits de vie et ces discussions sur des sujets parfois encore tabous vous donneront matière à réfléchir sur votre propre relation à l'activité physique et à la santé mentale, et pourquoi pas vous lancer dans une nouvelle activité cette année. L'échange que vous allez entendre aujourd'hui se passe entre Arthur et Lilou, deux amis de longue date qui sont tous les deux préparateurs mentaux. Le rôle du préparateur mental, c'est de permettre à une personne ou à un groupe de développer ses habiletés mentales afin d'optimiser ses performances et son bien-être, notamment dans le domaine sportif. Bonne écoute. Arthur, est-ce que tu peux présenter Lilou, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Alors Lilou, elle est préparatrice mentale diplômée, ça y est, depuis un an. Elle a donc fait un master 2 à Montpellier, là, elle est étudiante à Montpellier pour son master, et donc elle est présidente d'une association qui s'appelle VOPS, Viens on parle sport, elle en parlera beaucoup mieux que moi d'ailleurs. C'est une association de vulgarisation scientifique autour de la préparation mentale. Et donc là maintenant, elle est auto-entrepreneuse, elle a son entreprise de préparation mentale, elle est à son compte, et donc elle essaye de faire son trou, et je suis sûr qu'elle va le faire, parce que c'est une personne incroyable, et vous allez le voir à travers ce podcast. Super, merci, ça s'annonce bien. Et toi, Lilou, est-ce que tu peux présenter Arthur, s'il te plaît ? Avec plaisir, donc je vous présente Arthur. Arthur, lui aussi, va bientôt être préparateur mental, mais pour l'instant, il est encore en études, en master 2 maintenant, à Montpellier. Donc, il est en train de réaliser le master que j'ai terminé. À côté de ça, il a quand même fait une année de césure parce que il est engagé associativement au sein de l'ANESTAPS, donc l'Association nationale des étudiants en STAPS. Et au sein de cette association, il réalise beaucoup de missions pour défendre les étudiants, notamment les étudiants en STAPS, mais tous les jeunes globalement. Et vous verrez que c'est aussi une personne incroyable. Voilà. Je précise que bien sûr Lilou est passée elle aussi par la NOSTAPS, bien sûr, sinon c'est pas drôle, on a exactement le même parcours. Donc cette association nationale, on y a consacré chacun 2 ans de notre vie. Donc c'est ça qui nous a liés, et c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Ok, trop bien. Merci beaucoup pour les présentations. Et je vais vous laisser discuter un peu du sujet du jour. Carrément. La préparation mentale et la santé mentale de manière plus générale. Avant qu'on commence à rentrer dans nos conversations profondes, Lilou, est-ce qu'on pourrait parler de comment on s'est rencontrés ? Bien sûr. On s'est rencontrés par un ami en commun. Un ami qu'on avait en commun parce qu'on l'avait tous les deux rencontré au sein d'associations étudiantes dans lesquelles on était tous les deux bénévoles avec cette personne. Et lors d'un événement national, il me semble, il nous a juste présenté « Salut Lilou, voilà Arthur, c'est Lilou ». Et je me rappelle qu'on s'était déjà croisés un petit peu avant en formation. Et j'avais surtout vu beaucoup d'envie, d'engagement, déjà une volonté de défendre les étudiants, et j'étais beaucoup là-dedans à cette époque-là, donc ça m'a forcément touchée. On a tout de suite eu des sujets de conversation sympathiques, toi et moi. Vas-y. Ouais, mon premier souvenir de toi, c'est ça, c'est t'avoir en tant que formatrice, quoi. L'éducation populaire, l'émancipation par les pairs, tout ça, c'est ma première vision de toi, et ça t'amène au métier de préparatrice mentale. On va le voir aussi plus tard, qu'est-ce que ça implique, quel comportement, enfin bref, c'est lié en fait, j'ai l'impression. Et d'avoir le premier souvenir de toi qui me forme et qui me montre comment défendre les étudiants mieux, et qui montre la voie aux autres, et finalement en faire ton métier, ouais, je trouve ça beau. Ça me touche, merci. Et donc toi aujourd'hui maintenant t'es préparatrice mentale, je l'ai dit au début. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce métier, dans ce corps de métier ? Comment t'en es arrivé là ? Parce que forcément études en STAPS, un peu le cliché c'est toujours préparation physique, EPS, même activité physique adaptée, mais jamais l'aspect psychologique et mental. Comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Alors déjà ma licence, je l'ai faite à Marseille, et j'ai fait la licence qui est la moins répandue, on va dire, en STAPS, puisque j'ai fait la licence ergonomie du sport et de la performance motrice. Donc à la base pour s'occuper plutôt des matériaux et des équipements que les sportifs utilisent, mais ça restait dans une optique d'optimisation de la performance.
Quand j'ai fini ma licence, je me suis rendu compte que même si on travaillait avec des gens dans ce milieu-là, je voulais travailler pour des gens. Je voulais faire de l'humain et pas du matériel. Et donc, j'ai cherché un master et j'ai trouvé un rare master, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui proposent la préparation mentale. Il y en a que 3, si je ne m'abuse. Et je me suis dit que c'était intéressant de bifurquer comme ça, en restant dans l'optimisation de la performance, mais en allant cette fois dans le mental. Et c'était quelque chose que j'avais commencé à appréhender au travers de ma pratique sportive, au travers du squash. J'avais eu quelques notions de préparation mentale et ça m'avait vraiment intéressée. Donc je me suis dit, ok, déjà ça m'intéresse, donc c'est pour ça que je suis rentrée dans le master. Et au fur et à mesure de mes stages et des expériences que j'ai pu avoir, j'ai surtout compris que c'était un métier très humain. Et tu l'as dit toi-même, c'est un métier d'accompagnement. Et c'est ça qui est beau et qui me plaît, hein. Je crois que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai envie d'accompagner des gens et de les aider à voir le chemin qui est le meilleur pour eux. Et ça, c'est eux qui sont au courant de ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais, enfin, tu vois, c'est au travers de ma formation que j'ai vraiment découvert que j'allais adorer ce métier. Et du coup, je me demande, toi, là, vu que t'es dans la formation, t'es en train de la vivre, t'es pas encore sorti, c'est quoi qui te plaît, c'est quoi ton ressenti? Et ben un peu comme toi, en fait, ça s'est construit hein, petit à petit. Au début, pareil, je voulais travailler dans l'optimisation de la performance physique, repousser toujours les limites de la performance sportive, les limites de la connaissance, les limites du savoir. Et il se trouve qu'en licence 2, j'ai eu un cours de préparation mentale de monsieur Grégoire Bochelu, qui est le responsable de notre master. Et la première phrase qu'il nous a dite quand il est arrivé dans l'amphi, c'est bonjour à tous, est-ce que vous êtes heureux? Et waouh, commencer un cours comme ça, la manière dont il a approché la préparation mentale et notre ressenti, j'ai adoré. Et forcément, quand j'ai mis en relief les deux, en fait, la préparation mentale, c'est décoder ce dont chaque être humain a besoin. La préparation physique, si je grossis un peu les traits, bah, on a tous globalement le même corps. Donc si on veut travailler en aérobie, eh ben, on aura à peu près le même type d'entraînement. Si on veut travailler en force, si on veut travailler en endurance, bref, le corps humain est à peu près bien équilibré et on fait à peu près la même chose pour tout le monde, à quelques exceptions près. Et la préparation mentale, c'est tout l'inverse. C'est arriver à déchiffrer un peu un parcours avec des opportunités, avec une expérience, avec une sensibilité différente à chaque fois. Et voilà, et ce décodage-là m'intéressait beaucoup plus. Et ça a été confirmé une fois que j'ai mis les pieds en master, c'est certain. Et Lilou, si je peux maintenant du coup te poser une question qui va un peu plus loin dans ton approche de la préparation mentale. Toi, qu'est-ce qui te plaît à l'intérieur maintenant de la préparation mentale? Est-ce que tu es plutôt centré sur le groupe? Est-ce que tu es plutôt centré sur l'individualité? On sait qu'il y a beaucoup de sphères dans la préparation mentale. Comment tu le ressens? Eh ben, pendant ma formation, je me suis surtout intéressée à la dynamique de groupe, donc effectivement l'aspect collectif. Et c'est vrai que j'y trouve beaucoup de plaisir au final à, comme tu dis, décoder toutes les relations et tout ce qui est impliqué par les relations, la communication non verbale, la cohésion, la performance collective, le rôle, la notion de rôle, qui tu es dans le groupe, qui les autres pensent que tu es dans le groupe. Tout ça, ça m'a beaucoup intéressée et passionnée pendant mon master. Alors, j'ai beaucoup fait ça et aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, plus vers la fin de ma formation et même après, du coup, dans mes premières expériences professionnelles, j'ai été amenée à faire plus de l'individuel. Et au final, je pense que les deux sont très intéressants en fait, parce que dans l'individuel, tu peux vraiment te concentrer sur l'individu, sur ses besoins, alors que quand tu es dans le groupe, tu te concentres sur les besoins du groupe. Et évidemment, comment faire en sorte que tous les membres du groupe aient le plus de réponses à leurs besoins. Même si, évidemment, le principe d'un groupe, c'est aussi de faire des compromis. Alors que quand tu travailles avec un seul sportif, là, tu peux décortiquer profondément ce qui va être le plus pertinent et le plus efficace pour lui dans sa préparation mentale pour atteindre ses propres objectifs dans le contexte dans lequel il évolue. Et c'est une approche qui doit être très complète. Donc je dirais que c'est ça mon approche, c'est une approche complète. Mais c'est marrant parce que moi du coup c'est tout l'inverse. Et je crois qu'on avait déjà parlé aussi de mon plaisir de travailler sur le groupe.
Pour apporter peut-être quelques éléments scientifiques, ça remonte à 1958, où c'est Campbell qui parle en premier de l'antitativité. L'antitativité, qu'est-ce que c'est ? Si vous voyez une voiture en face de vous, vous dites c'est une voiture. Vous ne dites pas c'est des phares plus un capot plus un châssis plus des roues. Et ben c'est comme ça qu'aussi que le groupe doit se construire. On doit voir le groupe comme une entité unique et une entité propre. Et ensuite c'est Lewin qui un an plus tard, en 1959 du coup reprend les travaux de Campbell et dit que ouais un groupe est différent d'une somme d'individus. Et je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi ? Et je fais le lien du coup avec la préparation de manière individuelle. Le comportement d'un individu, il est fonction de sa personnalité et de son environnement. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'environnement d'un individu change, son comportement change aussi. Et donc, on peut travailler comme ça de manière connexe entre travailler sur le groupe et donc prendre le groupe de manière unique, mais aussi quand on détache un individu et que cet individu change de groupe, et ben comprendre quel est son rôle, comment son rôle change, comment sa posture va changer aussi en fonction du groupe. Et donc, si on se base sur le groupe, on peut faire des deux et je trouvais ça hyper intéressant de voir le groupe comme une entité pure, quoi. Et cette approche-là, ben, on peut aussi l'appliquer à nos milieux associatifs, c'est un peu ce qu'on fait. Je suis dans un bureau national de 24 personnes. Comment est-ce que les 24 personnes évoluent entre elles ? Comment est-ce que moi, de manière individuelle, je peux m'impliquer dans le groupe ? Quels sont mes besoins par rapport au groupe ? Et finalement, en fait, le master qu'on a fait avec Lilou, il nous aide à être de meilleurs êtres humains dans notre vie de tous les jours, apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux interagir, apprendre à mieux recevoir aussi une parole, une critique. Vraiment, ça m'a servi dans plein de choses. Et c'est pour ça qu'on est hyper complémentaires avec Lilou et que les conversations sont hyper intéressantes parce qu'elle suit déjà des sportifs de manière individuelle. Et moi, je suis encore dans le groupe, je suis encore dans les réseaux, je suis encore dans les assos. Et donc, se confronter, quand moi, j'ai du mal à recentrer de manière individuelle qu'est-ce qui se passe pour moi, Lilou m'ouvre les voies, c'est hyper intéressant. Et peut-être on peut revenir, parce qu'on ne l'a pas trop abordé, et je pense que c'est la question que beaucoup se posent, comment on confronte ou comment on relie la préparation physique et la préparation mentale. Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que ça s'oppose ? Est-ce qu'il faut faire l'un puis l'autre ? Lilou, toi qui es dedans déjà. En fait, c'est vrai que dans le sport, c'est une vraie question, surtout maintenant, puisque la préparation mentale est en train de voir le jour se lever sur elle en France. Faut dire qu'il y a des pays où ça fait déjà longtemps que la question se pose plus, notamment au Canada où ils ont beaucoup d'avance, notamment sur des questions de santé mentale et donc évidemment sur la santé mentale des sportifs et donc évidemment sur le fait que les sportifs rencontrent régulièrement dans leur saison des préparateurs et des préparatrices mentaux. Et du coup, la question, c'est qu'évidemment, c'est complémentaire, puisque je dirais que dans le sport, il y a 4 grands piliers de la performance, à savoir la préparation technique, comment tu vas faire ce sport, la préparation stratégique, comment tu vas le mettre en place sur le terrain, et évidemment la préparation physique et la préparation mentale. La préparation mentale, c'est un pilier du sport, c'est pas juste un petit truc qu'on peut rajouter pour améliorer un peu ses performances, c'est quelque chose qui commence à faire partie intégrante de l'entraînement de beaucoup de sportifs de haut niveau et de sportifs amateurs aussi d'ailleurs. Et évidemment, du coup, c'est complémentaire. Quand tu vas entraîner tes performances physiques comme ton explosivité, ta vitesse, ta force, en préparation mentale, tu vas travailler, améliorer, optimiser ta concentration, ton attention, ta motivation, la comprendre. Et ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes quand tu veux réaliser des objectifs, que ce soit en compétition ou non d'ailleurs. Hein, ça peut être un objectif amateur de réaliser son parcours habituel de footing, au lieu de le faire en 25 minutes, de le faire en 20 minutes. Ça peut forcément aider d'avoir des objectifs définis selon des théories, d'avoir une meilleure compréhension de sa motivation, etc. C'est évidemment quelque chose d'hyper important. T'en penses quoi, toi ? Vu que t'as fait la licence en préparation physique, le master en préparation mentale, c'est quoi ton... Il y a une phrase, je vais commencer par ça, une phrase qui m'a beaucoup parlé de Karine Noger, qui est une intervenante dans notre master, qui dit que tout le monde s'entraîne et tout le monde se prépare à un pépin physique toute l'année.
les gens vont à la salle, les gens vont courir, les gens font des bilans médicaux tous les ans, parce que oui, on s'occupe de notre santé, de notre préparation physique. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour la santé mentale? Pourquoi est-ce qu'on ne se prépare pas mentalement à des éventuels crash, down, burn-out? On y reviendra peut-être aussi quand on mettra ça en parallèle avec le milieu étudiant. Mais ouais, pour moi, c'est totalement lié et ça nous aide à nous recentrer sur notre performance quand des éléments extérieurs n'ont plus rien à voir avec notre physique. Quand on est perturbé par un public, par la météo, par ce qui s'est passé la veille, par nos antécédents familiaux, bref, ça c'est des choses que physiquement on peut pas gérer quoi, quand on est face à notre performance. Et donc, comme le disait Lilou, si toutes ces composantes-là mentales, elles sont préparées aussi, eh ben, forcément, ça peut faire que de belles choses. Donc, pour moi, c'est totalement complémentaire et il y a drastiquement pas assez de budget encore pour moi dans le haut niveau et dans le sport de manière générale, amateur aussi, hein, sur cette composante-là mentale. Ça arrive petit à petit, on commence un peu à délier les langues. Nightline en est l'exemple même, hein, même si c'est pas forcément lié au milieu sportif. De plus en plus, on se tourne vers l'écoute et on arrive à en parler, mais ouais, il faut plus de budget, hein, c'est clair, les Canadiens ont 10 ans d'avance au moins sur nous, et je pense qu'on peut le commencer à le voir, là. Léon Marchand, le nageur qui est 3 fois médaillé champion du monde, et ben, il a un préparateur mental, et il a 21 ans. Donc il y a rien sans rien. Teddy Riner, pareil, hein, monument du sport français, un préparateur ou une préparatrice mentale, je sais pas d'ailleurs. Mais bien sûr, il y a aussi ce travail aussi entre sport individuel et sport collectif, où on se dit que sport individuel peut-être, ouais, ça a plus de sens, et un sport collectif comme le foot ou le rugby, bah non, on est déjà un groupe, ça sert à rien, tout ça. Et les études prouvent l'inverse, et les statistiques prouvent aussi l'inverse. Je t'entends drop des names, Teddy Riner, le jeune en natation là, mais si toi tu devais donner un nom d'un sportif ou d'une équipe avec qui tu rêverais de travailler, ce serait qui par exemple? C'est intéressant parce que je vais faire le parallèle avec ce que je veux devenir, et je vais aussi aborder donc l'aspect multiple de la préparation mentale, et en fait c'est partir du postulat que la préparation mentale n'est pas applicable qu'au sport. Parce qu'en effet, moi je veux être préparateur mental côté entreprise. Et en fait, c'est ce qu'on appelle être conseiller psychologique en entreprise, et ça c'est hyper intéressant, et Lilou elle pourra en toucher 2 mots après aussi. C'est qu'en fait, un préparateur mental ou une préparatrice mentale, c'est placer une personne ou un groupe de personnes dans des conditions pour performer. Donc, un musicien, il fait une performance quand il est face à un public. Un chef cuisinier qui doit dresser une table et un repas pour 100 personnes. Il a 3 cuisiniers avec lui. Ils doivent s'organiser. La dynamique de groupe doit être efficace pour dégager une performance. Une entreprise, c'est un peu pareil. Dégager soit un bénéfice, soit un résultat, soit proposer un service de qualité à sa clientèle, à sa patientèle, que sais-je. Ça, c'est un type de performance. C'est un type de performance aussi. Et c'est là-dedans que je veux travailler moi aussi. Donc, c'est pas forcément sur le milieu sportif, mais je veux aider les gens à pouvoir performer dans de bonnes conditions et se réapproprier leur mental. Donc, moi, c'est pas forcément le côté sportif. Et toi, par contre, Lilou, je sais que tu en encadres déjà et qu'il y a un milieu, en plus du sport, qui t'intéresse. Vas-y, fonce. Et oui, Arthur. Oui, je suis absolument fan des sports américains. Alors, j'avoue, je me explique pas trop pourquoi. Mais j'ai découvert aussi que c'était très intéressant de travailler avec des sportifs qui font des sports américains, parce que ça ajoute une notion médiatique et sponsoring qui dépasse l'entendement. Et je trouverais ça, parce que ça m'est pas encore arrivé de bosser avec des gens qui ont vraiment une pression médiatique folle, mais je trouverais ça hyper intéressant de rentrer là-dedans. Mais donc évidemment, si je devais dire, si je pouvais bosser pour une équipe de NBA par exemple, tu vois, ça ce serait totalement fou. Mais ceci dit, c'est vrai que je tends là, avec mon activité professionnelle, à vouloir exactement ouvrir le champ des possibles et les domaines dans lesquels la préparation mentale peut être applicable. Et donc, je m'intéresse pas mal à comment appliquer la préparation mentale pour des étudiants. Parce qu'en fait, le parcours universitaire et le parcours sportif, enfin, ce que peuvent rencontrer les sportifs dans leur parcours, c'est pas si éloigné de ce que rencontrent du coup les étudiants dans leur parcours universitaire. Quand tu dois travailler pendant 3 semaines d'affilée, réviser pendant 3 semaines d'affilée pour faire un examen qui dure 5 heures, est-ce que c'est pas faire un trail ou quelque chose comme ça? Quand tu dois, tu l'as dit toi-même, travailler en groupe avec
ta demi-promo, vous êtes 30, faut travailler en groupe. Bon, bah là, la dynamique de groupe, elle est intéressante à comprendre et comment rendre ça plus efficace. Il y a des notions de stress et d'anxiété énormes dans le milieu étudiant et il y en a beaucoup aussi dans le sport. Ouais, c'est clair. Cette course à la performance, l'élitisme un peu du système éducatif français. Ouais, c'est ça, toujours poussé à se dépasser, toujours des concours, toujours du prestige. Et je pense qu'on se trompe. Et là, la question est plutôt philosophique. Et quand on parle d'orientation des jeunes, je pense que c'est important d'en parler aussi. C'est que le but dans la vie, c'est pas d'être quelqu'un, c'est être heureux. C'est John Lennon qui le dit à son prof. Elle est hyper connue cette anecdote où le professeur lui demande qu'est-ce que tu veux être plus tard. John Lennon répond je veux être heureux. Et le prof lui dit je crois que t'as pas compris la question. Et John Lennon répond je crois que t'as pas compris la vie. Et c'est vraiment ça. Être heureux avec peu de choses, être heureux avec une formation certes courte et peut-être pas hyper élogieuse selon des codes sociaux où il faut des bac+5, des bac+8. Non, ça c'est clair, c'est une question qu'on traite nous aussi à la Nostap, c'est dans le milieu étudiant et dans le réseau Phage aussi. C'est bien orienter nos jeunes pour pas qu'ils soient confrontés à l'échec, parce que c'est pas une formation qui leur plaît ou parce que c'est pas une formation qui leur convient. Et donc ça s'apprend dès le plus jeune âge, quoi. L'orientation doit commencer bien plus tôt et se poser les bonnes questions. Et aussi sur l'orientation, qui oriente? Là je vais reprendre une phrase de Nekfeu, qui a conseillé la conseillère d'orientation? C'est ça, il faut que ce soit les bonnes personnes, des étudiants eux-mêmes qui puissent venir et dire voilà comment se passe mon parcours, voilà à quoi j'ai fait face, voilà la source de stress que ça génère. Moi, je peux parce que moi, j'arrive à gérer mon stress parce que moi, j'ai eu tel et tel parcours, telle et telle connaissances qui m'ont aidé. Bref, c'est systémique comme problème, je pense, et ça pourrait en résoudre bien d'autres. Et donc, là, peut-être, tu avais touché du doigt, Lilou, quand tu disais commencer par la préparation mentale, et tu parlais ensuite de psychologie. Comment, toi, tu les différencierais, les deux? Ou alors, est-ce que tu les vois comme un peu la préparation physique et la préparation mentale, tu les vois de manière complémentaire? C'est vrai que dans le milieu de la psychologie et de la préparation mentale, on est d'accord sur plein de choses, mais il y a des choses aussi qui nous divisent, notamment la reconnaissance du titre, du métier, tout ça, on en parlera. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, j'ai un avis là-dessus, et en plus, c'est un avis que j'ai pu développer de par mon expérience personnelle. On parle d'études, je considère que le bac, ça rentre là-dedans parce que c'est une année difficile, la terminale. Moi, la terminale, ça a été une année extrêmement difficile. J'ai fait beaucoup d'anxiété, je faisais des crises d'eczéma, j'avais du mal à me lever le matin pour aller en cours, mais j'étais obligée d'y aller parce que sécher les cours, c'était encore pire en termes d'anxiété. Donc, c'était vraiment difficile, et j'ai pu rencontrer un psy, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un psy, une psychologue, une psychosomatothérapeute, exactement, avec qui j'ai fait pas beaucoup de séances au final, 4-5, et ça a été d'un soulagement et d'une aide incroyable. Parce qu'évidemment, on est rentré dans des sujets qui n'avaient rien à voir avec mon bac ou le fait que j'étais en terminale. Mais au final, ça m'a quand même soulagée de beaucoup de choses. Puis, quand j'ai été en master, parce que la licence s'est plutôt bien passée, mais quand j'ai été en master, là aussi, ça a été compliqué parce que je suis rentrée dans des questions de est-ce que j'ai les compétences pour réaliser le métier qu'on est en train de m'apprendre? Est-ce qu'on est en train de m'apprendre assez de choses pour que je réalise ce métier? Est-ce que je vais avoir un bon feeling avec les sportifs que je vais rencontrer? Comment faire pour s'imposer auprès d'un coach quand l'équipe est pas forcément investie dans la préparation mentale que tu mets en place? Et ça, c'est des questions auxquelles j'ai pu répondre grâce, t'en as parlé, à Karine Noger, qui mettait en place des groupes de parole entre préparateurs mentaux. Et ça a été pareil, ça a été d'un soulagement énorme, et ça m'a apporté beaucoup de réponses, des réponses qu'au final j'avais en moi, que je connaissais. Mais en fait, c'est ça la préparation mentale, c'est d'aider à trouver une solution que tu connais, mais pour laquelle tu as du mal à trouver le chemin jusqu'à elle. Donc, il y a vraiment, pour moi, une grosse différence entre la psychologie et la préparation mentale. Il y a vraiment une limite, et il faut faire assez attention aux personnes avec qui on communique sur des choses intimes de sa vie. Il faut que cette personne, elle soit formée, il faut qu'elle soit diplômée, que ce soit d'ailleurs en psychologie qu'en préparation mentale, on aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a vraiment une différence, et les deux sont très complémentaires.
Les deux sont très complémentaires. Mais ce que je disais, c'est je pense qu'effectivement, la préparation mentale est une petite porte ouverte pour après aborder la psychologie quand on en ressent le besoin. Mais j'entends encore beaucoup de gens qui ressentent le besoin de parler. Alors, on peut parler de choses moins profondes, mais qui aident tout autant avec un préparateur mental, pour commencer, et aller ensuite discuter avec un psychologue si on en ressent le besoin. Évidemment que je trouve ça primordial. Pour rien cacher, moi aussi je consulte aussi, hein, je suis quelqu'un en ce moment d'ailleurs, hein, parce qu'une année très riche, parce qu'une année où on ingère pas mal d'émotions et pas mal de stimulation sans savoir ce qui se passe au niveau de la digestion. Et je pense que c'est important, comme je l'ai dit, le bilan de santé, le bilan annuel, il marche aussi pour la santé mentale. Donc c'est clair qu'il ne faut pas que ce soit tabou. Et on en est la preuve, on fait de la préparation mentale tous les deux, mais on a quand même, nous, besoin de se confier aussi et d'aller toquer. Donc moi je suis une psychologue qui m'aide beaucoup à faire le bilan un peu de tout ça et voir où j'en suis, voir où sont mes limites, voir émotionnellement ce que je suis capable d'encaisser et ce que je suis capable de recevoir et ce que je suis capable de donner aussi. Donc voilà. Et peut-être donc Lilou, maintenant que nous deux, oui, on a franchi le pas, toi, qu'est-ce que tu dirais par exemple à un sportif qui a raté sa perf ou un étudiant qui loupe son examen, bref, une fois qu'on est face à l'échec, une fois qu'on n'a plus les ressources et une fois qu'on a utilisé la prépa mentale mais que finalement l'échec toque quand même à notre porte, qu'est-ce que tu dirais toi ? La meilleure réponse, ce serait de dire que je ne perds jamais et soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Exactement. Et je trouve que cette phrase, très vraie quand il l'a dite et qui paraît si gnangnan maintenant parce que utilisée dans tellement de photos sur Instagram, mais elle reste tellement profonde et tellement vraie pour chaque individu qui l'entend et qui la comprend. L'échec n'est que le meilleur des professeurs. Et il faut redéfinir l'échec. Il faut prendre conscience de quelles sont les conséquences de son échec. Est-ce qu'il y a des conséquences à cet échec ? Est-ce qu'il y a des conséquences à avoir raté une compétition ? Est-ce qu'il y a des conséquences à avoir manqué un examen sur une vie de 80-90 ans ? Je sais pas. Mais je dirais que même si c'est très dur au début, parce qu'après, ça peut devenir une habitude. En fait, c'est un entraînement. Il faut relativiser, il faut prendre du recul. Il faut... Voilà, quelles sont les conséquences de mon échec ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai échoué ? Comprendre. Qu'est-ce que je devrais faire mieux ? Qu'est-ce que je devrais faire moins ? Parce qu'il y a aussi des choses qu'on doit enlever. Des fois, s'entraîner 7 jours sur 7, au final, c'est pas ça qui va amener à la performance. Des fois, passer 20 heures d'affilée à bosser sur un dossier, c'est pas ça qui va nous amener la lumière pour trouver l'idée absolue. Le repos fait partie intégrante de l'entraînement et l'analyse de ce qu'on a fait, l'analyse de nos performances, même si c'est des contre-performances, il faut les analyser pour en tirer le meilleur. Si vous échouez, vous aurez plus de pistes pour progresser que si vous gagnez au final. Donc c'est ça que je pourrais dire à un étudiant ou un sportif qui se retrouve confronté à un échec, c'est qu'il faut dédramatiser ce mot d'échec. Mais il y a beaucoup de défis auxquels sont confrontés les sportifs et les étudiants. Qu'est-ce que... T'en as quelques-uns à nous citer, Arthur, de défis ? Ouais, c'est clair. Déjà, toi, de la manière dont tu l'as terminé, là, cette valeur de l'échec, c'est clair. Ça, je reviens un peu à l'aspect éducatif. C'est depuis qu'on est petit, on nous empêche de l'échec, alors que le meilleur moyen d'apprendre, c'est laisser erreur. Si on le voit chez les enfants, l'enfant il tombe, erreur, et c'est erreur. Et ça, on se l'autorise plus tard, c'est clair. Et pour les défis des sportifs, je dirais qu'il y en a au moins trois grands. Le premier défi, c'est les sacrifices qu'on fait tant sur le plan personnel, affectif ou professionnel. C'est tout dédié au sport quand on parle de haut niveau, hein, c'est ça, c'est tout dédié au sport et finalement ne se reposer plus que sur son corps puisque c'est son corps qui devient l'outil en fait. Et ça peut être très anxiogène puisque le rapport à la blessure devient compliqué, les sacrifices qu'on fait au niveau de son corps aussi sont très durs à gérer. Je dirais ensuite la fixation d'objectifs. Et ça c'est je pense le point le plus important, différencier en fait les buts de maîtrise et les buts de résultat.
Les buts de maîtrise, c'est des buts intrinsèques. C'est comment m'améliorer moi-même, améliorer ma performance, améliorer la vision que j'ai de ma propre performance, sans comparaison aucune. Et les buts de résultat, c'est les buts en général dans lesquels on place le plus souvent les sportifs, c'est des buts de comparaison. Est-ce que je fais mieux que lui? Est-ce que je fais moins bien que lui? Comment est-il classé par rapport à moi? Je pense que c'est un gros sacrifice à faire parce qu'on fait un sacrifice en fait sur son estime de soi en atteignant une certaine limite. Et donc, faudrait se recentrer sur 3 besoins psychologiques. Je fais le lien avec, ça me fait penser à ça. Ça s'appelle la théorie de l'autodétermination, théorie de l'autodétermination de Deci en 1975, donc c'est encore vieux. Donc oui, quand on fait ce sacrifice-là sur notre motivation, parce qu'on n'arrive plus à être motivé, parce que notre fixation d'objectif n'est pas bonne, il faut se recentrer sur 3 besoins psychologiques fondamentaux. Le premier, c'est le besoin d'autonomie, donc être autonome dans sa pratique, et plus être sous bâton carotte, si on peut parler vulgairement. Ensuite, le besoin de compétence, donc oui, sentir qu'on a de la valeur, et donc si on est constamment comparé à la valeur des autres, et constamment comparé à quelqu'un qui est meilleur que nous, parce qu'il y aura toujours meilleur que nous au moment que nous, pareil, ce sentiment de compétence disparaît un peu. Et finalement, le sentiment d'appartenance, appartenance à un groupe, appartenance à une mouvance, appartenance à un cercle social, ça aussi c'est hyper important. Et si on se centre sur sa perf, et qu'on est seul en fait dans ce combat, et on est seul sur ce chemin-là, et pareil, ce sentiment d'appartenance s'en va. Ces 3 besoins, ils sont applicables au sport et à toutes les sphères de nos vies. C'est juste comment être motivé et comment garder cette motivation et donc avoir une fixation d'objectifs claire. Et le dernier sacrifice, c'est en fait les attentes que les autres projettent sur nous. Et du coup, c'est presque un sacrifice social. C'est que on fait les choses pour les autres et plus pour nous. Je continue dans mon sport de haut niveau et je continue à m'entraîner 7 jours par semaine pour plaire à mon père, pour pas décevoir mon entraîneur, pour que mes amis soient fiers de moi, pour que ma copine continue à vouloir être avec moi parce que je suis sportif de haut niveau. En fait, on projette toutes ces attentes sur celles des autres et plus sur les siennes. Et ça aussi, je pense, c'est un sacrifice assez dur à faire. Et donc, il faut plus qu'on parle de sacrifice, mais il faut qu'on l'aborde d'un autre angle, en fait, et qu'on arrive à prendre la chose à contresens, à contre-pied, parce que sinon, c'est sûr, c'est voué à l'échec. Mais on peut faire un parallèle avec le monde étudiant, parce que ce que tu dis sur la projection des attentes, le papa, le copain, etc., c'est totalement valable dans le milieu universitaire. Ouais, donc c'est ça les 3 plus gros défis, quoi. Les sacrifices, le défi de la fixation d'objectifs et les buts, projetés ou pas. Qu'est-ce que ce serait plutôt les conseils, du coup, suite aux défis, les conseils pour gérer la pression quand on est dans un environnement compétitif, que ce soit donc sportif ou pas? Déjà, je dirais que la réponse, c'est la gestion de ses émotions. Mais la gestion de ses émotions, aujourd'hui, ça devrait plus s'appeler comme ça, parce que beaucoup comprennent par gestion des émotions le fait de refouler les émotions négatives comme la colère, la peur, la frustration, etc. Mais il n'est pas question de refouler ces émotions en gestion des émotions. Il est déjà question de les comprendre, de savoir pourquoi elles interviennent. Et déjà, le fait de savoir pourquoi elles interviennent, ça permet de limiter ces interventions de ces émotions. Mais les émotions négatives, aussi bien qu'elles s'appellent comme ça, sont pas des émotions négatives, bien sûr, les renflouer, les refouler, ou les laisser s'exprimer à torrent, n'est pas quelque chose d'efficace quand on veut atteindre des objectifs, certains objectifs. Mais par contre, il faut comprendre d'où viennent ces émotions pour agir là-dessus, pour agir ensuite sur la façon dont on réagit à nos émotions. Parce qu'on peut ressentir des émotions, être très énervé et pour autant être impassible et aller rencontrer sa colère à un autre moment, par exemple. Ça veut pas dire qu'une fois qu'on a vu qu'on était en colère, on devait dire ok, je suis en colère, je passe à autre chose. Parce qu'il y a des raisons pourquoi on est en colère, qu'est-ce qui nous a mis en colère, qu'est-ce qui nous a fait peur, et c'est ces raisons-là qu'il faut comprendre. Et je pense que une fois qu'on a compris ça, c'est plus facile de comprendre pourquoi on ressent de la pression. Et c'est sur ça qu'il faudrait pouvoir jouer. Pourquoi on ressent de la pression, pourquoi tels éléments, telles circonstances nous font ressentir telles émotions. Ah, c'est clair. Ça me fait penser, du coup, à aussi un truc qui m'a changé ma vision du stress. C'est quand on me l'a expliqué de manière scientifique, comme tu le dis, d'où ça vient. Le stress, du coup, c'est une dissonance. Et du coup, entre tes capacités et tes ressources
et ce que la tâche demande comme ressources. Et tu as l'impression que la tâche demande plus de ressources que ce que tu n'as. Et c'est ça, la création, le stress se crée comme ça. Et donc, si on réévalue ses performances et qu'on réévalue aussi ce que la tâche demande, bah, du coup, le stress disparaît, on peut mieux le gérer. Et ce que tu dis, Lilou, sur les émotions douloureuses, du coup, émotions négatives, ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection. Et donc, le livre dépeint un peu la différence entre ce que c'est être perfectionniste et être optimaliste. Et j'ai l'impression que les sportifs de haut niveau et les étudiants sont des perfectionnistes, ou en tout cas, on les modèle pour qu'ils deviennent des perfectionnistes. Et du coup, c'est un problème, puisque les perfectionnistes, c'est montré dans le livre, ils se refusent deux choses principales. Ils se refusent les émotions douloureuses, parce qu'ils n'ont pas envie que ça leur arrive, parce que c'est pas possible. Et donc, par extension, ils se refusent l'échec. Et on retombe sur ce que tu disais plus haut, l'importance d'accepter l'échec, et que l'important dans la fixation de l'objectif, c'est pas finalement l'objectif en lui-même, c'est aussi le chemin pour y arriver à l'objectif. Puisque sur le chemin, c'est là qu'on va engranger le plus de compétences, le plus de connaissances, le plus de stimulation, le plus d'expérience. Et finalement, le chemin est des fois plus important et plus intéressant que l'atteinte de l'objectif. Et Lilou, c'est une phrase qu'on a découvert ensemble que j'aime beaucoup. Réaliser un rêve, c'est le tuer. Et du coup, les perfectionnistes, toujours à la quête d'un nouveau rêve, d'un nouvel objectif. Et collectionner les objectifs, quitte à des fois pas les atteindre, bah des fois c'est pas non plus ça la clé du bonheur, quoi. Pour rebondir sur les échecs et la pression, etc., il y a aussi un autre livre, c'est Les vertus de l'échec, qui est incroyable et que je conseille à tout le monde. Je vais pas dire le nom parce que je vais dire une bêtise, donc mais Les vertus de l'échec, ça c'est le titre et j'en suis sûre. Okay. Bah, si je peux du coup donner l'auteur du mien, c'est Tahal Ben-Shahar. Les plaies, je pourrais pas parce que c'est un nom libanais, mais professeur d'Harvard, vraiment un crack. Lilou, là on a parlé, on a ouvert un peu le volet de la psychologie et tu as dit que toi aussi t'as eu recours à la psychologie. Toi, est-ce que tu pourrais nous partager là un moment où ça a été difficile pour toi mentalement et comment tu as fait pour aller mieux? Est-ce que c'était 100% de la psychologie? Est-ce que toi aussi, toute seule, t'as appris de ce moment compliqué? Je dirais qu'il y a deux moments, je pourrais citer deux moments, mais qui sont en fait très liés, puisqu'ils, au final, représentent la même chose. Comme tu l'as dit en introduction, j'ai été membre de la Neustaps. Je me suis engagée 2 ans au sein de cette association, dont la dernière année où j'ai été en césure. Donc j'ai dédié littéralement mes 365 jours de vie à cette association et aux étudiants qu'elle représente. Et c'est vrai que quand il a été question de rendre le mandat et de ne plus être membre de la Neustaps, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver mon identité et à retrouver qui j'étais. Et au final, ça s'est avéré... Ça a recommencé puisque j'ai fait 2 ans de master après ces 2 années d'engagement associatif. Donc la première année, il a fallu découvrir que j'étais plus membre de la Neustaps, mais étudiante en préparation mentale. Et après, j'ai passé donc 2 ans en tant qu'étudiante en préparation mentale pour que 2 ans après, du coup, j'arrête. J'ai mon diplôme et ça y est, je ne suis plus étudiante ni en préparation mentale, ni en rien d'autre. Et je dois être quelqu'un d'autre. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur l'identité et sur qui je suis, qui on est tous. Et au final, tu te définis pas par où tu te trouves dans l'instant T et ce que tu fais dans l'instant T, mais tu te définis par qui tu vas être et le chemin sur lequel tu es, d'accord, mais qui te mène vers qui tu vas être au final chaque jour d'après. J'ai été membre de la Neustaps pour être, je pense, quelqu'un qui comprend les engagements et qui veut aider, qui veut être juste. Et je pense que ça m'a rendu meilleure en tant que être humain. J'ai été étudiante en préparation mentale pour être préparatrice mentale, mais surtout pour mieux comprendre les relations entre les individus, parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui fait partie de mes valeurs, d'aider autrui, d'accompagner autrui. Donc au final, je me définis même, oui, je suis préparatrice mentale, mais ça fait partie de mon identité, mais je me définis plus comme une humaine qui veut accompagner les autres et qui a trouvé l'outil de la préparation mentale pour le faire. Et évidemment que tout ce parcours m'a aidé à arriver à ces conclusions et m'a aidé à être plus en phase avec mon identité, qui je suis, qui je veux être. Et on sait que c'est des questions qui peuvent
qui peuvent nous faire réfléchir toute une vie. Ça me fait toujours réfléchir, malgré les quelques réponses que je trouve. Il y a toujours des questions à se poser sur son identité, et c'est ça aussi qui est beau et qui nous fait avancer, quoi. Enfin, voilà. Toi, mentalement, t'as eu des difficultés, t'as trouvé des solutions pour t'accompagner, pour t'aider? Je commencerai par la solution. Et c'est ça qui m'a aidé. C'est en fait arriver à gérer ces frustrations, pour moi, c'est la clé du bonheur. Savoir pourquoi elles interviennent et savoir qu'est-ce qu'elles ouvrent par la suite. Parce que du coup, là, le problème que j'ai rencontré là, dans cette vie où j'ai essayé de faire rentrer plein de choses dans une seule et même bouteille, c'est en fait de décevoir les autres. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Donc de ne pas être un bon grand frère, parce que mon frère et ma soeur, je les vois pas beaucoup. De ne pas être un bon fils, parce que mes parents, je les vois pas non plus beaucoup. De ne pas être un bon associatif, parce que forcément, j'ai envie de donner du temps à mon personnel et pas que à mon professionnel. Et pas être un bon étudiant non plus, parce que j'ai la tête plongée dans l'associatif. Et en fait, arriver à hiérarchiser tout ça, se poser et dire qu'est-ce qui importe le plus pour moi à l'instant T, comme tu le disais Lilou, et de faire tout rentrer dans l'ordre dans une bouteille. Il y a la métaphore que j'aime beaucoup, il y a une grosse bouteille en plastique là, on a des balles de golf, des graviers et du sable. Si on fait rentrer en premier le sable et ensuite les balles de golf, il n'y a plus la place pour les graviers. Par contre, si on fait rentrer les balles de golf en premier, puis les petits graviers, puis le sable, finalement tout rentre. Et donc c'est ça en fait, c'est arriver à hiérarchiser ce qui nous fait le plus de bien à l'instant T, et arriver à prendre le recul aussi sur tout ce qu'on a et l'éventail de sphères qu'on a en face de nous de notre vie, et choisir lesquelles on priorise. Et les priorités changent très souvent, donc c'est important de faire ce travail, comme dit Lilou, de ok, à ce moment-là, là je suis 100% pour la NESAPS, ok, dans 6 mois, j'ai encore la NESAPS, mais est-ce que c'est maintenant la priorité pour moi? Et du coup, c'est de ça, gérer mes frustrations, prendre du recul pour les hiérarchiser et savoir dans quoi je voulais donner mon énergie. Ça m'a aidé, et sinon globalement, j'ai pas eu une vie très compliquée, je suis quand même quelqu'un d'heureux globalement, donc j'ai envie de projeter ce bonheur et de le donner aussi aux autres, et de donner un petit morceau de bonheur à tous les gens que je croise. Et je pense que c'était ça aussi une de mes peurs, c'est que je laisse un mauvais passage. C'est que des gens puissent se dire un jour, ouais, ce mec, je le sens pas. Chaque personne que je croise, j'ai envie qu'elle garde un morceau de ce que je lui ai donné. Et ça, c'est pas possible. Et donc il faut aussi accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde, accepter que des fois on est mauvais, et c'est comme ça qu'on apprend, on en revient sur l'échec. Mais voilà, c'est à peu près ça le gros dilemme de ma vie récemment là. Et puis plaire à tout le monde, c'est surtout plaire à n'importe qui. C'est vrai. On a beaucoup parlé là de préparation mentale, et qu'on a confronté à la psychologie qui est un métier protégé, le titre est protégé, on a une plaquette, tout ça. Là on voit sur les réseaux sociaux, j'avais trop envie de l'aborder avec toi Lulu, parce qu'on en a parlé plein de fois. Sur les réseaux on voit des coachs de vie, des coachs de satisfaction, des professeurs de bonheur, tout ça. Tu l'as un peu touché du doigt aussi quand tu as cité Nelson Mandela, que tu as dit que c'était sur toutes les publications Insta. Est-ce que tu crois que on aurait des conseils à donner, nous, en tant que préparateurs et futurs préparateurs pré-artistes mentaux? On a des conseils à donner aux gens pour pas qu'ils se trompent et qu'ils trouvent les bonnes infos. Le premier conseil, c'est de critiquer. Et ça, c'est un premier conseil qui est valable pour beaucoup de choix quand on veut être accompagné par quelqu'un, c'est de critiquer. Et par là, j'entends aller chercher des informations sur la personne, savoir quelles ont été ses études, quel a été son parcours. Au-delà de ça, il y a la Société française de psychologie du sport, qui est une association à laquelle les préparateurs mentaux et psychologues du sport peuvent adhérer, et suite à ça peuvent demander une accréditation qui est donnée, qui est accordée selon un conseil de 3 ou 4 personnes de l'association qui se réunissent pour statuer de est-ce que oui ou non cette personne doit être accréditée en fonction de son parcours, de son expérience, des heures de stage qu'elle a pu faire par exemple. Il y a une charte éthique à signer et à respecter évidemment. Donc se rapprocher de l'ASFPS, sachant qu'ils ont un site plutôt bien fait, notamment pour trouver les préparateurs mentaux et psychologues du sport de votre région. Donc j'invite toutes les personnes qui cherchent des préparateurs mentaux à se renseigner auprès de l'ASFPS. Mais évidemment, que si vous êtes touché par un discours sur les réseaux sociaux, il faut pas non plus le jeter à la poubelle sous prétexte que c'est sur les réseaux sociaux. Si c'est un discours qui vous fait du bien, c'est un discours qui est bon en fait, c'est ça la question. Mais il faut savoir si ça nous fait du bien et en quel sens ça nous fait du bien. Est-ce que on reste
est-ce qu'on reste l'esprit critique face à ce qu'on entend? Est-ce que la personne qui nous le dit est légitime à nous le dire? Et évidemment, je vais parler de diplômes parce qu'il y a des diplômes qui sont donnés par l'université, qui existent pour la préparation mentale. Il y a des DU si on n'a pas envie de faire 2 ans d'études. Il y a beaucoup de solutions pour avoir un peu de théorie et de formation pour pouvoir exercer ce métier. C'est un métier qui est pas encore protégé, c'est-à-dire que n'importe qui peut se dire préparateur mental. Tu lis un livre tu lis les vertus de l'échec et t'as envie d'être préparateur mental, bah ça y est, tu peux le faire. Donc il faut faire attention aussi aux gens qui écrivent qu'ils sont préparateurs mentaux sur leur site, vérifier leur diplôme. Pour du coup toucher 2 mots aussi d'un peu de l'actualité de ce titre qui n'est pas encore protégé, la Neustaps actuellement travaille avec la SFPS conjointement du coup la protection de ce titre de préparateur mentaux. Et en fait le travail qu'on fait, la gymnastique qu'on fait, c'est se dire que pour avoir ce titre-là, il faut avoir validé un certain nombre de blocs de compétences. Et ces blocs de compétences, comme l'a dit Lilou, on peut y avoir accès par un DU, par une licence, par un master, par une validation d'acquis par expérience. Mais voilà, on travaille sur quel bloc il faut, quelles compétences il faut, et on parle bien de compétences, et pas d'un diplôme précis, quelles compétences il faut pour pouvoir prétendre à ce titre. Et c'est un travail de longue haleine, mais on espère que là, dans les au moins 10 prochaines années, ce sera fait parce que y a beaucoup d'échelons à gravir. Pour finir, Lilou, l'émission, elle s'appelle Vide ton sac. On était dessus, on a passé un super moment. Toi, il y a quoi dans ton sac de sport habituellement ? Eh bien, mon sac de sport est juste à côté de moi parce que j'étais à l'entraînement ce matin avant ce tournage. Et dans mon sac de sport, il y a toujours mes écouteurs. Ça me permet de me mettre dans ma bulle. J'écoute plein de styles de musique différents quand je fais du sport. Des fois pour m'agiter, des fois pour me calmer, des fois pour m'ambiancer, même pour prendre du plaisir quand je suis sur le terrain. Donc toujours mes écouteurs. Un élastique pour l'échauffement, parce que s'échauffer, c'est très important avant de faire du sport. Et d'ailleurs, se préparer avant de faire n'importe quelle activité, se préparer à écrire un mémoire, se préparer à faire un examen, etc. C'est très important. Il y a toujours de l'eau, parce qu'il faut s'hydrater. J'ai vraiment l'impression de faire un truc très classique, mais c'est la vérité. Il y a toujours de l'eau, parce que ça permet aussi de faire la pause et de se ressourcer, très important. Et pour rentrer un peu plus dans mon domaine, j'ai un carnet de sportif dans lequel je renseigne beaucoup de choses, mais surtout les choses que j'ai envie de renseigner. C'est-à-dire qu'il y a des entraînements où j'écris pas du tout dessus. Et des fois, il y a des jours où je m'entraîne pas et où j'écris des choses dessus quand ça touche à mon projet sportif et à comment je me sens dans ma pratique. J'y inscris mes objectifs, j'y inscris des fois mes entraînements, mes ressentis, mes objectifs, mes peurs, et c'est un peu mon journal intime sportif, et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a vraiment aidé à trouver une motivation différente de celle que j'avais avant, et maintenant je me sens beaucoup mieux dans ma pratique. Donc ça m'aide beaucoup. Et du coup, toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac de sport, Arthur? Ça m'intéresse. Ouais, déjà, truc marrant, mon sac de sport, c'est un tote bag. Et là, je vais pouvoir utiliser, j'ai reçu un tote bag vide ton sac de Nightline, je vais l'utiliser la prochaine fois que je vais à la salle, faire un peu de pub. Et il y a évidemment mes AirPods, bien sûr, la musique et l'amour que je porte pour la musique, on l'a en commun, Lilou, bien sûr. De l'eau, je reviendrai pas sur l'importance de boire. Et une tenue de rechange, toujours, parce que j'avoue, les journées un peu remplies où tu dois enchaîner une séance de sport avec un rendez-vous juste après, ou prendre un train juste après, pouvoir faire du sport en toute éventualité. Et il y a un seul cas de figure où je ne prends pas de sac du tout, et c'est un plaisir. Je prends ni téléphone, ni écouteur, ni rien, j'ai juste des chaussures et un short, c'est quand je vais courir. Et là, j'ai rien du tout, et c'est un plaisir fou de pouvoir déconnecter, de pouvoir se concentrer sur sa respiration, sur les pas, sur les bruits de la ville, sur les oiseaux qui chantent. Bref, rapprochons-nous de l'essentiel. La vie a beaucoup de cadeaux à nous offrir, et on les voit pas forcément tous les jours. La tête plongée dans nos obligations et dans notre rythme effréné. Donc je conseille à tous les coureurs, une fois, d'essayer, rien prendre. Partir juste avec ses clés et rien prendre du tout. Et je vous jure que l'expérience est toute différente. Et ça m'a fait super plaisir de discuter de tout ça avec toi. C'est des conversations qu'on a l'habitude d'avoir en plus. Donc ça fait plaisir de pouvoir les partager à d'autres auditeurs. J'espère que ça a fait sens chez les autres. C'était super intéressant. Et peut-être que tu peux finir par un petit mot aux auditeurs, le petit mot de la fin.
Eh ben, déjà, je vais dire merci Arthur pour cette conversation parce que, comme d'habitude, c'était incroyable. Merci à Nightline pour l'opportunité, du coup, de nous laisser toucher des gens avec ce discours, avec des notions de préparation mentale, de psychologie. J'espère que oui, que ces mots pourront toucher quelques personnes. Si ça touche une personne, on a gagné. On a gagné. Et bah, pour finir, j'ai aussi réservé une petite phrase, forcément, pour conclure. Je dirais que le bonheur, c'est une des seules choses qui se double lorsqu'on le partage. Donc, oublie pas de vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez du pouvoir, concrètement. Et je finirai par une citation. Je finis toujours mes prises de parole par une citation quand je suis dans mon association. C'est une citation de Elbert Hubbard qui dit que la plus grave erreur, c'est d'avoir peur de se tromper. Merci beaucoup. Merci à Arthur et Lilou pour leur témoignage. On espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre le podcast Vide ton sac et toutes les actus de Nightline France, rendez-vous sur nos réseaux sociaux @Nightline France ou sur notre site internet nightline.fr. Et pour en savoir plus sur la campagne Tête la Première, rendez-vous sur têtelapremière.fr. À bientôt!